pouvoir donc, comme je le disais, rentrer un petit peu dans cet événement avec notre premier intervenant. Comme il vous a été dit, c'est un spécialiste des thématiques liées à la gestion de la diversité, le management de talent, la conduite du changement et la formation dans le contexte de la mondialisation. Cette expertise, il l'attire entre autres d'une forte expérience en tant que directeur des ressources humaines au sein du groupe L'Oréal ou chez Total. J'invite le professeur Philippe Pierre à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Merci à Rise Up de me donner cette opportunité de partager avec vous pendant une petite dizaine de minutes quelques convictions qui sont les miennes en matière de gestion des ressources humaines. Je pense que nous vivons une évolution forte du rapport à l'engagement, au sens du travail. Et pendant ces quelques minutes avec vous, je souhaiterais comme ça vous donner quelques illustrations qui m'amènent à penser en fait que pour les femmes et les hommes de ressources humaines, pour ceux qui ont au cœur, qui sont passionnés de formation et qui cherchent à ce que chacune et chacun monte en compétences, de mon point de vue, en fait, nous vivons un temps de remise en cause de la centralité du travail dans nos existences. Et donc, je suis absolument certain que tout au long de cette belle manifestation, vous allez pouvoir partager sur cette question du sens, cette question de l'engagement et du renouveau des formes d'engagement. Remise en cause de la centralité du travail dans nos vies, je vais me permettre de prendre quelques exemples très rapides issus de mon parcours d'homme de ressources humaines pour, d'une certaine manière, partager avec vous ces temps de métamorphose. Il y a une quinzaine d'années, on va remonter un petit peu dans l'histoire pour illustrer mon propos. Il y a une quinzaine d'années, en fait, je suis d'un retour de voyage en Asie où j'ai eu à cœur, en fait, de travailler avec nos équipes sur le recrutement, l'intégration, la gestion de carrière. Et je reviens à Paris, heureux, mais relativement éprouvé par le voyage. Et mon assistante, quand j'arrive donc au bureau, me dit « Philippe, vous n'avez pas oublié, dans quelques minutes, vous avez un entretien de recrutement avec un jeune que vous avez rencontré sur un forum d'école de commerce. » Alors, je n'avais pas tout à fait en tête, en fait, cet entretien, donc je lui dis bah, « Écoutez, oui, avec plaisir, je vais le recevoir et je vais m'attacher à mieux le connaître. » Ce jeune rentre dans mon bureau. À cette époque, il avait 22 ans. Il terminait son école de commerce et il candidatait du coup pour intégrer notre entreprise de cosmétiques, comme chef de produit. Et vous allez voir que dans cette confrontation entre deux personnes, il y a peut-être une remise en cause assez forte de ce qu'est devenu depuis le sens du travail et la place de la formation dans nos organisations. Ce jeune s'assoit et je démarre un entretien relativement classique, c'est-à-dire je vais chercher chez lui des qualités qu'on m'a données à moi il y a 15 ans. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. J'étais en situation de confirmer. Un entretien de recrutement digne de ce nom, c'est un entretien dans lequel tu explores. C'est-à-dire, en fait, tu pratiques l'étonnement volontaire. Et je reviendrai sur cette notion à la toute fin de mon propos, cette nécessité de s'étonner volontairement pour faire grandir autour de nous nos équipes. Et puis, l'entretien, du coup, se déroule. Et au bout de quelques minutes d'entretien, je m'en souviens encore aujourd'hui, ce jeune me pose une question qui m'a amené depuis à beaucoup réfléchir sur le sens des choses. Il me regarde et il me demande « Monsieur, pour ce job, en fait, en marketing, est-ce que je dois venir travailler chez vous tous les jours ?» Alors, à l'époque, c'était la première fois que j'entendais ça. Je lui avais répondu « Ici, on travaille 5 jours sur 7, et le 6e et le 7e jour, on réfléchit à ses produits. Ça n'a pas créé chez lui de désir agissant. Ça ne l'a pas mis en forte situation de motivation. » Il y avait à ce moment-là, dans mon bureau, mais je l'ai su plus tard, une autre représentation du travail, du temps et de l'engagement. Et puis, ça me fait plaisir, en quelques minutes, de partager la suite de l'entretien avec vous. Il me regarde à nouveau fixement, je me dis, il va m'arriver quelque chose. Et là, en fait, avec bienveillance, sourire, mais exigence, ce jeune candidat me demande à moi, qui était le DRH, « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise ?» Alors là, j'ai envie de dire qu'intérieurement, j'ai vécu comme un grand choc culturel. Parce que moi, l'espace du travail à cette époque de ma vie, ce n'était pas forcément un espace où, dans mon esprit, on prenait du plaisir et on apprenait à apprendre. J'avais bien tort. Et c'est tout le sens d'une organisation comme Rise Up que de se centrer sur ces montées en compétences et d'offrir en fait la possibilité d'apprendre à apprendre dans son organisation, mais aussi d'avoir une employabilité sur le marché du travail. Alors, monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? Moi, j'avais l'impression d'être un peu l'homme du centre, c'est-à-dire d'accorder du crédit aux talents qui étaient dans mon viseur.
Je fonctionnais un peu comme ça. Et puis, monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise? Je me souviens lui avoir répondu que la plus grande salle de réunion chez nous, à l'époque, s'appelait la salle de confrontation. C'était tout un programme. La salle de confrontation. Je viens de ce monde-là. On se pose en s'opposant. Je viens de cette perspective du « ou ». C'est nous ou les autres, les Beatles ou les Stones. Et même quand on aime les Beatles, on me demandait à l'époque « tu préfères John Lennon ou Paul McCartney ?» Je suis né dans cet univers professionnel, dans ce temps-là, où on devait toujours se poser quelque part. Et depuis quelques années, je vois une montée en puissance d'une complexité plus forte, mais d'une coexistence des formes. Alors ce garçon, dans mon bureau, je me suis dit quand même, au bout d'une demi-heure, il a quand même des compétences. Alors je l'ai emmené avec moi marcher un petit peu, je crois beaucoup à ça. Un entretien de recrutement réussi, c'est un entretien dans lequel on marche au moins un tiers du temps, parce que quand vous marchez, vous passez de la convivialité à l'intimité, et vous donnez sa chance à quelqu'un pour vous exprimer ce qu'il a sur le cœur, le ressenti et le vécu si important dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Alors on a cheminé ensemble, et puis la conversation m'intéressait, même si je savais que derrière, la journée allait être longue, avec un comité de direction exigeant. Et on s'est retrouvés au bout de 45 minutes d'entretien, moi je dois dire assez éprouvé quand même intérieurement, parce qu'il avait percuté en moi quelque chose d'essentiel, mon rapport au temps, est-ce qu'on doit être là tous les jours, mon rapport à l'organisation tout entière et au sens qu'on donne aux choses. Et je me souviens en fait qu'on s'est dirigé vers l'ascenseur, parce que je souhaitais d'une certaine manière le remercier, et puis éventuellement lui dire à bientôt. Et à ce moment-là, ce garçon m'a étonné à nouveau. Il m'a tiré par la manche. Alors à cette époque, c'était assez rare que quelqu'un en recrutement ou quelqu'un de nos équipes me tire par la manche. Et à ce moment-là, il m'a dit « Si je viens chez vous », alors là, pour moi, c'était le coup de grâce. C'est lui qui décidait de venir chez moi. Et on mesure aujourd'hui combien cette thématique de l'attractivité est absolument essentielle et qu'il convient en fait de la comprendre avec complexité. « Si je viens chez vous », me dit-il, le mardi à 17h30, monsieur, je fais de la calligraphie japonaise. Alors moi, j'étais déjà en train de me dire « Comment tu vas expliquer à nos directions marketing que ce garçon va s'échapper à 17h30 ?» Et le vendredi, je distribue des repas dans une association car, et il me le dit avec un joli sourire et beaucoup de bienveillance, il s'agit, monsieur, de donner un sens à sa vie. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Je crois que je l'ai invité à se diriger pour redescendre et je suis revenu dans mon bureau. J'avais appris des choses. J'avais appris des choses car j'avais face à moi, mais je l'ai su plus tard, quelqu'un de talentueux. C'était quelqu'un qui, a priori, n'appréhendait pas le monde, l'entreprise, l'organisation de la même manière que moi. Arnaud, dans ce que nous venons de voir comme image de Rise Up, il y a à un moment donné la notion de talent. Un talent, pour moi, c'est trois choses. La première, c'est que c'est quelqu'un de différent. Et donc, ce garçon dans mon bureau m'avait touché, en quelque sorte, dans mon référentiel, dans mes catégories, dans mon histoire. Un talent, c'est quelqu'un de différent. Deuxième caractéristique, un talent, ce n'est pas un éternel espoir. Vous avez peut-être connu, j'en ai connu beaucoup, des gens qui étaient des champions du monde de l'entretien de recrutement. Mais ils ne le délivraient jamais. Un talent, deuxième caractéristique, c'est pour moi quelqu'un qui contribue, c'est-à-dire qu'il délivre du résultat. Et troisième caractéristique que je vous propose, un talent ne tire pas la couverture à lui. Ce n'est pas quelqu'un de carriériste. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est-à-dire, et là on est au cœur de l'activité de formation, c'est quelqu'un qui a le bonheur, le plaisir, parce qu'il l'a écouté, parce qu'il l'a entendu, de transmettre aux autres tour de main, bonne pratique et coup d'œil. Quand on a la chance d'avoir dans ses équipes quelqu'un de talentueux, on doit le protéger. C'est aussi quelque chose que je veux partager avec vous. Parce que le talent avec aisance et facilité fait des choses qu'on a parfois du mal à faire. Et donc il convient de protéger un talent, car un talent nous renvoie souvent à notre incompétence consciente. Comment protège-t-on un talent? Et ça fait partie aussi des choses pour moi auxquelles je crois. Par de la proximité managériale. Par la capacité qu'on a à créer un espace de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qui est une des grandes caractéristiques pour moi des dirigeants. Créer un espace de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et cette montée en compétence, cette identification des talents, elle me semble absolument essentielle. Et elle est de plus en plus exigeante. Et je sais qu'elle est au cœur de votre activité. Troisième en quelque sorte, triptyque que je voudrais vous proposer très vite. Un talent, c'est quelqu'un d'énergivore.
C'est quelqu'un qui, par son art du questionnement, te touche à l'essentiel. Donc, il te prend de l'énergie, mais au meilleur sens du terme, quand tu es en conversation avec lui. Deuxième chose, un talent, c'est quelqu'un de chronophage. Si tu comptes pour un talent, il vient te voir car tu es un aimant opportunité. Tu es en quelque sorte un carnet d'adresses sur pattes. Si je m'arrête là, ce n'est pas la définition d'un talent que je vous donne. Hein. Énergivore, chronophage, non. Troisième caractéristique du talent pour moi, un talent, c'est quelqu'un de ressourçant. Quand tu as eu le bonheur d'entrer en conversation, de rencontrer ce type de profil, tu as vu tes projets, tu as vu ton activité, tu as peut-être vu tout simplement le sens que tu donnes aux choses sous un autre angle. Énergivore, chronophage, ressourçant. Cette possibilité d'intégrer dans nos équipes des talents, elle va beaucoup dépendre en fait du type d'organisation que vous allez constituer. Et la formation, les situations apprenantes sont au cœur en fait de cette évolution des modèles. Je vous en proposerai 5 en 1 minute. Nous passons en ce moment de la pyramide hiérarchique verticale, qui de mon point de vue n'est pas forcément en situation de disparaître totalement. On aura encore un certain nombre de personnes qui voudront être dans ce rapport hiérarchique et qui le solliciteront. Mais à 18h, elles vous diront « j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à vivre ». Pyramide hiérarchique, univers du réseau, ce que j'appelle dans mes travaux l'employabilité. Vous faites carrière avec des réseaux d'anciens, des chasseurs de tête, et c'est votre mobilité, en quelque sorte, qui vous amène à conquérir de la valeur sur le marché du travail. Et puis, dans un certain nombre d'enquêtes que je mène et de rencontres que je fais, il y a un modèle en émergence que je vous propose d'appeler le modèle de l'archipel. On l'appelle aussi le modèle des slashers. Le modèle des slashers, c'est un modèle qui va, d'une certaine manière, confirmer ce mouvement qu'en quelques minutes, je vous propose. Le passage de la pyramide au réseau, du réseau à l'archipel, le passage du centre, le monde du « ou », les Beatles ou les Stones, à quelque chose en fait qui est de l'ordre du « et de l'enchevêtrement des mondes. Et pour l'illustrer d'un mot, je me souviens, il y a à peu près 2 ans, d'un expert comptable qui avait connu, il a connu une très belle réussite, et un peu plus de 60 ans, il était déjà en situation de vouloir en fait transmettre autour de lui et éventuellement partir sur la pointe des pieds. Et cet homme, au cours d'une intervention que j'avais eu le bonheur, comme en cette belle après-midi ensoleillée, de proposer, me dit « Je t'ai entendu parler de ce jeune en marketing qui avait demandé est-ce qu'on doit être là tous les jours, est-ce qu'on s'amuse dans l'entreprise ?» Ben écoute, moi, il n'y a pas plus tard que 2 mois, j'ai eu quelqu'un, jeune expert comptable de 28 ans et demi, qui est venu en entretien de recrutement et en 10 minutes, qui m'a dit ce que ce jeune t'avait dit. « Je vais venir chez vous. » C'est lui qui choisit en fait son espace de déploiement professionnel. Et monsieur, je serai avec vous lundi, mardi, mercredi. Alors l'ancien qui a une autre conception du temps se dit mais il cherche un temps partiel? Absolument pas. Et là on est au cœur des transformations qu'il s'agit en fait de mieux comprendre. Le jeudi, vous ne le savez pas monsieur, mais une de mes passions c'est la sculpture. Je développe en fait des tutoriels à distance, des actions de formation à distance pour que les jeunes soient sensibilisés à la sculpture. Et le vendredi, une de mes grandes passions également, c'est de chanter en fait dans un collectif choral. Cet ancien-là avait face à lui un jeune qu'on va appeler un slasher. Quand vous slashez, vous compartimentez. En face de lui, il avait quelqu'un qui avait plusieurs vies à vivre et en même temps. C'est quelqu'un qui nous amène à cet horizon de l'archipel. Et une des grandes questions, et nous allons la traiter au cours de cette rencontre, de ce beau moment, eh bien, c'est de faire vivre par rapport à une très grande diversité de motivations et un sens de l'engagement qui se diversifie, des politiques RH, des situations de formation qui correspondent à ce que l'on attend et qui nous permettent en fait de respecter chacun dans sa montée en compétences. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je terminerai peut-être d'une citation de Joe, une citation d'un homme qui, pour moi, est une très grande figure, c'est Claude Lévi-Strauss, qui, après 99 ans, avait proposé en fait à un journaliste italien de la Stampa, quand on l'interrogeait sur ce qui fait dans nos vies la différence, et Claude Lévi-Strauss avait dit c'est la qualité des rencontres, comme dans cet après-midi. Et Lévi-Strauss avait proposé ceci, qui m'a beaucoup marqué et qui me marque encore positivement dans mon parcours de vie. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. S'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres, c'est ce que je souhaite à tous les professionnels de la formation et à toutes celles et ceux qui veulent aller vers un univers davantage interculturel. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite vraiment le meilleur des moments. Merci Arnaud à nouveau. Merci. Merci beaucoup.
Il y avait un vrai sens du storytelling là, il y avait quelque chose. Merci beaucoup Philippe.